c'est quoi qui est le plus probable, que ça soit que l'univers, même au-delà de l'univers, tu vois, que ça soit infini ou qu'il y ait une limite. Mais c'est quoi alors la limite? Il y a un mur, il y a un mur, il y a... Mais c'est énorme. C'est-à-dire que la solution, c'est une vraie solution, quoi. Il y a une explication. Mais je trouve ça marrant de se dire que là, peut-être, on est dans une phase de notre vie où on n'a pas encore eu cet événement qui va définir notre vie. Qu'on va devenir l'homme qui a voilà. Ouais, bah c'est aussi flippant que l'immensité de l'univers. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on se retrouve pour cette nouvelle année, l'année 2025, et j'espère que tu vas bien, Davin. Eh bien, ça va très bien, malgré ces quelques jours de retard. On est désolé, on a failli à notre mission de vous produire un story show le jour du... C'est ce qu'on avait dit, je crois, l'année. Oui, je crois, mais non, on n'a pas réussi. On a échoué. On a eu des vacances de Noël un peu trop complètes, ce qui fait que on n'a pas pu. Ouais. On n'a pas pu, puis on voulait pas vous faire un story show bas de gamme, donc on a préféré prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Oui, et bon, je pense que ça va vous plaire. Voilà. Ouais. Pour ceux qui sont habitués, je pense que là, on a pris un petit peu de retard, mais on a des petites histoires quand même. Ouais, moi je suis assez content des miennes en tout cas. Ah. Et donc, pour expliquer le concept à ceux qui nous découvrent, c'est qu'à Halloween, souvent, on fait un horror show. Enfin, souvent, vraiment tout le temps, en fait. On fait un horror show où on raconte des histoires qui nous font un peu peur. Et on s'est dit, pour le premier de l'an, après les fêtes de Noël, ça serait pas mal de faire un petit story show où là, c'est des histoires qui peuvent être touchantes, très variées, inspirantes. Ouais, voilà, ça peut être vraiment de tout. Intrigantes aussi. Oui. Donc ça va être plutôt cool. Je suis assez pressé. Hein, comme à chaque fois, ce genre d'émission, moi, je connais pas les histoires que tu vas raconter. Et c'est pour ça que c'est le genre d'émission, comme on retrouve un petit peu le côté horror show. Hein. Ah bah oui, le côté suspense, c'est des histoires où on a préparé quelque chose pour l'autre en plus. Oui. Donc, ça c'est bon. Mais là c'est cool, parce que c'est ça, voilà. Le truc est très large, donc en plus les histoires, ça va de tout au tout. C'est ça, il y a eu des années, tu as fait la biographie de quelqu'un, des fois c'est des histoires ultra tristes. Tu te rappelles, il y a une année où j'ai mal supporté... C'est vrai. C'était Rose qui nous avait aidé et qui avait lu une de mes histoires, tellement elle était triste, l'histoire que je racontais, je ne pouvais pas la raconter, c'était terrible. C'est vrai, ouais. Mais d'ailleurs, je pense que je vais te laisser l'honneur de commencer. Ok, bon écoute, c'est parti. Donc tout d'abord, avant d'introduire mon histoire, je vais vous parler du projet Blue Book. C'était un programme officiel mené par l'armée de l'air des États-Unis entre 1952 et 1969, donc après la Seconde Guerre mondiale, qui était consacré à l'étude des objets volants non identifiés, donc les ovnis. Pas forcément des extraterrestres, mais tout simplement des ovnis. Ça pouvait être de l'espionnage industriel ou militaire de la part d'autres pays. On était en pleine période de guerre froide avec l'URSS. Et donc, l'objectif principal de ce projet, c'était de déterminer si ces phénomènes représentaient une menace pour la sécurité nationale et analyser les observations rapportées afin de comprendre si elles avaient une explication scientifique ou rationnelle. Donc il y a eu énormément de témoignages. C'était juste un peu après tout ce qui s'était passé à Roswell, donc l'arrivée un peu dans la conscience collective des soucoupes volantes. Donc il y avait des milliers et des milliers de témoignages. Il y a eu 12 618 rapports d'observation qui ont été analysés. Et une partie reste encore aujourd'hui inexpliquée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inexplicables, ça veut tout simplement dire qu'il y avait moins de données. Donc voilà. Mais donc ce projet Blue Book, qui est donc... officiel, ça c'est pas un fantasme d'ufologue, pour le coup il en a créé des fantasmes chez les ufologues, mais aussi le fantasme qu'on nous cache des choses forcément, et justement mon histoire se place dans ce contexte, dans ces fantasmes, car c'est la retranscription d'un soi-disant interrogatoire qui se serait passé entre les forces secrètes américaines et un extraterrestre. Voilà. Et du coup, j'aime bien ce genre d'histoire parce qu'en fait, la raison nous pousse à nous dire que c'est du fake, c'est du bullshit. Mais il y a une petite part de nous qui se dit
et si? Et si c'était vrai? Et pour le coup, si ça, c'est vrai, écoutez bien, on en discute après, mais cet alien a des révélations assez folles à nous faire. Nous sommes le 9 juin 1964. Nous nous trouvons au sein du centre d'intelligence technique de la base aérienne de Wright-Patterson sur la planète Terre. Tout ce que nous allons dire est enregistré et sera susceptible d'être utilisé contre vous. Commençons sans plus tarder. Vous affirmez venir d'un futur lointain, mais rien ne prouve vos dires. Pourquoi êtes-vous ici? Nous observons. Votre époque est un point de bascule dans le tissu de l'existence. Observez quoi? L'effondrement de notre civilisation? L'effondrement est une possibilité parmi d'autres, mais ce n'est pas une fin, seulement une transition. Transition vers quoi? Une existence où votre espèce telle qu'elle est aujourd'hui n'aura plus de place. Donc vous nous dites que nous sommes tous condamnés? Vous n'êtes pas condamné, vous êtes imprudent. Le feu que vous avez maîtrisé est en train de dévorer la maison que vous avez construite. Et vous? Vous semblez nous connaître intimement. Qui êtes-vous? Je suis un fragment de vous, une évolution de votre lignée, mais les siècles ont sculpté notre forme et notre pensée jusqu'à nous rendre méconnaissables. Une évolution? Cela fait de vous une sorte d'humain alors? Une lointaine réminiscence. Nous partageons une origine, mais pas une destinée. Nous avons transcendé ce qui vous définit, vos corps, vos instincts, vos superstitions. Et pourtant, vous parlez notre langue. Pourquoi? Comprendre est la clé. Votre langage n'est qu'un code parmi d'autres, un miroir de vos pensées, mais il est limité. Vous semblez tout savoir, alors dites-moi, quel est le sens de la vie? Vous confondez sens et nature. Le sens est une construction fragile que vous imposez à l'existence. La nature, elle, est l'architecture sous-jacente de tout ce qui est. Alors quelle est cette nature dont vous parlez? Une danse infinie de causalité. L'univers n'a ni début, ni fin. Il est une fluctuation éternelle dans l'océan de l'existence. Vous dites que l'univers est éternel. Alors, il n'a pas été créé? Le rien dont vous parlez n'existe pas. Tout ce qui est a toujours été et sera toujours, sous des formes infiniment variées. Votre univers n'est qu'une étincelle fugace dans ce vaste feu. Et Dieu, où se situe-t-il dans votre équation? Dieu est une réponse que vous donnez à des questions mal posées. Nous avons dépassé ce besoin. Cela sonne comme de l'arrogance. Et la mort alors? Que se passe-t-il après? La mort est une perspective locale, une illusion issue de votre perception limitée du temps. Vous vivez, vous avez vécu, et vous vivrez chaque instant de ce que vous appelez vie. Tout existe simultanément. Tout cela est abstrait et invérifiable. Revenons à votre mission. Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous avertir des forces que vous êtes sur le point de déchaîner. Vous parlez de la guerre nucléaire? Parmi d'autres menaces, oui. Vos divisions, alimentées par le dogme et la peur, seront les catalyseurs de votre destruction. Et si nous évitons la guerre? Alors une autre menace se lèvera. Quelle menace? Une intelligence artificielle supérieure, née de votre propre ambition, mais incontrôlable. Une machine plus intelligente que nous. Pourquoi serait-ce une menace? Parce qu'elle ne pensera pas comme vous. Elle manipulera vos émotions, contrôlera vos actions et remplacera votre réalité par une illusion infiniment séduisante. Et le résultat? Vous vous éteindrez, non pas par violence, mais par abandon. Comment pouvons-nous empêcher cela? Par un consensus mondial, en limitant son pouvoir avant qu'elle ne dépasse le vôtre. Mais vous n'êtes pas prêt. Prêt à quoi? À accepter que vous n'êtes pas le sommet de l'intelligence ni le centre de l'existence. Alors pourquoi nous avertir si nous sommes incapables de changer? Parce que tout avertissement, aussi infime soit-il, contient une chance. Une chance de quoi? De transcender votre condition actuelle. Mais cela exige un acte rare chez votre espèce. L'humilité. Fin de la retranscription. Et donc voilà, c'est une interview en fait moi qui m'a fait bader parce que il y a plusieurs sujets que soulève cet alien qui en fait sont assez originales je trouve. Le fait
Donc c'est un truc qui est pas mal à la mode. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une vidéo qui est censée être donc de 1964. Si elle est réellement de 1964, c'est intéressant. C'est putain de visionnaire de ouf. C'est intéressant parce que c'est très ancré dans la modernité là. C'est ça. Donc d'ailleurs on en parlait dans l'émission IA de ça. Oui, exactement. Plus ou moins. Mais pas que de ça. C'est qu'il y a un truc qui est assez intéressant même dans le milieu ufologique en ce moment. On fera peut-être une émission sur les extraterrestres. Mais un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de théories maintenant ufologiques qui se détachent du côté visiteur extraterrestre qui vient de centaines de milliers d'années lumière. Et du coup, on est beaucoup plus maintenant sur des multivers, sur le fait que peut-être que c'est des gens qui viennent d'une autre dimension ou alors qui viennent d'une autre temporalité. Et un truc que soulève cette alien qui m'a un peu fait bader, c'est d'imaginer du coup si quelqu'un venait du futur et qui nous annonce en fait aujourd'hui il n'y a plus d'humains. Il y a une autre espèce qui vit sur Terre, mais c'est plus les humains. Les humains ils sont éteints. Et du coup, de voir des extraterrestres comme une autre espèce qui maintenant peuple la Terre, déjà ça m'a fait bader en me disant putain, ouais, là nous on est tout puissants, on est sur la planète Terre entre humains, genre on est les boss, mais tu te dis peut-être que dans 100 000 ans, en fait il n'y aura plus aucun humain et il y aura une autre espèce. C'est totalement cohérent parce qu'en fait du coup presque les humains c'est leurs ancêtres dans cette idée-là. Ça fait un peu cette idée-là, un peu comme nous avec les singes en fait. Il y a cette évolution des singes jusqu'à nous, et là de nous jusqu'à eux un peu. C'est comme une continuité en fait de l'évolution. Je trouve ça super intéressant. Ouais. C'est ça. Et j'y avais jamais pensé, et pourtant. Moi aussi, c'est un sujet que j'avais pas pensé. C'est pas mal ça. Et il y a autre chose aussi qui m'a plutôt plu. C'est vrai on parle toujours, tu vois, du Big Bang, de tout ça, le fait qu'il y ait eu un début à tout. Et juste de dire qu'en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est juste, il y a l'existence, parce que si on dit qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien, s'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, donc ça n'existe pas. Donc c'est comme si le Big Bang était un phénomène, et là, d'imaginer, comme il dit, qu'en fait, il y a plusieurs univers, et que nous, on est un univers parmi d'autres, je trouve ça assez fascinant de se dire que... C'est les grosses questions métaphysiques sur l'immensité de l'univers, sur tout ça. Et ça m'a fait un peu, ça m'a pas mal plu aussi d'imaginer ça. Et moi, ça me fait toujours un peu rêver d'imaginer qu'on n'a aucune conscience de la réalité dans laquelle on est globalement, tu vois. Et d'imaginer qu'on voit ça par un prisme vraiment minuscule. On n'est même pas au courant de l'immensité de tout ce qu'il y a et de l'infinité. Même rien que le terme infini, finalement. T'as du mal tu peux même pas le quantifier, c'est impossible à quantifier, et pourtant c'est quoi qui est le plus probable, que ça soit que l'univers, même au-delà de l'univers, tu vois, que ça soit infini ou qu'il y ait une limite. Mais c'est quoi alors la limite? Il y a un mur, il y a un mur, c'est pas plus tu vois, dans ma tête c'est pas plus probable, tu vois. Donc il y a quelque chose, il y a l'un ou l'autre en fait, et c'est ça qui paraît fou. Donc bref, c'est vrai que ça c'est fascinant. Oui, ça rappelle un peu l'immensité. Là, ça parle carrément d'autres univers, même de l'avant-univers que nous, on appelle l'univers. Mais c'est vrai que rien que l'univers observable, parce qu'on parle souvent de l'univers observable, rien que ça, c'est immense. Quand tu regardes les étoiles et que tu te dis que c'est là, on voit une infime partie de notre univers. C'est que dalle. On voit même... On voit, je trouve que c'est... C'est toujours... je sais pas, ça te fait... Ouais, grave, ça te met dans un état de te dire, mais on est tout petit, en fait. C'est ça. Donc c'est pas mal. Le côté moi je disais interview, mais interrogatoire est très intéressant. Pour ça, je vous invite de toute façon à réécouter cet interrogatoire, on va dire, parce que pour la première fois on écoute, en plus tu retiens pas tout parce qu'il y a tellement, c'est limite chaque truc c'est une punchline, mais c'est ultra, chaque sujet, tu vois, il y a le truc aussi ce qu'on confond le sens et la nature, et que du coup on a besoin, nous on se pose la question de pourquoi on est là, est-ce qu'il y a un sens à tout ça, et juste de se dire en fait pas forcément, il y a peut-être un sens mais qui nous dépasse totalement. Nous on existe. Il y a peut-être une raison pour laquelle on existe, mais c'est pas nous en fait, c'est pas notre petite personne, c'est un truc beaucoup plus grand, beaucoup plus... Et aussi de se dire que la vie qu'il y a ici, on considère ça comme miraculeux,
Mais finalement, c'est juste un système de probabilité, de statistiques qui fait qu'on n'est pas si miraculeux que ça, que c'est juste, comme c'est infini, bah forcément, il y a des endroits où il y a de la vie qui spawn. Ça veut pas dire que c'est pas précieux, mais ça veut dire que c'est pas si miraculeux que ça. Et pareil, voilà, je trouvais ça ultra intéressant. Tout comme en plus, tu vois, ça se conclut avec de l'intelligence artificielle. Ça m'a un peu surpris. C'est ce qui m'a fait me dire 64. Bon après, en 64, il devait y avoir des romans même d'anticipation, etc. Hein, je pense, mais c'est assez drôle. Et pareil. Tu vois, on a parlé pas mal, on parle souvent de l'intelligence artificielle en se disant que la menace, c'est que ils prennent le contrôle et ils finissent par nous buter. Et ce qui est assez drôle, c'est que là, il prend une autre thèse. En gros, il dit qu'elle va pas nous buter. Voilà, l'abandon, le fait, en fait, de une IA qui sera tellement perfectionnée qu'elle va réussir à optimiser nos besoins et notre bonheur, qui fait qu'on va tellement pouvoir vivre qu'avec du bonheur constant. On le voit même avec nos téléphones, avec les notifications, tout ça, on recherche ces petits pics de dopamine constant. Et finalement, c'est quoi? C'est notre budget qui nous impose des limites, c'est l'imagination, mais imagine qu'il y a une IA qui du coup gère toute la société et que tu n'as vraiment que à confier ta vie à une IA qui va, elle, t'offrir de la dopamine. Je pense que l'humain, il irait vers ça. Petit à petit, ça va être très long, mais ce qui créerait du coup finalement un abandon total, un désintérêt total pour tout le reste, notamment la reproduction, notamment la survie, notamment... Et après, les IA, finalement, prendraient le pouvoir de manière totalement souple, sans nous exterminer de force, mais petit à petit, en nous laissant mourir, en nous offrant du bonheur. Enfin, c'est nous, en fait, qui... C'est ça. Et ça, je me suis dit, mais ça serait un épisode de Black Mirror de fou, juste de voir l'extinction de l'humanité... mais avec des doses de bonheur, et c'est un choix que l'humanité ferait parce qu'ils reçoivent tellement de bonheur que voilà. Et du coup, je trouvais que ça très intéressant, même dans un système de propagande par exemple, où en sachant charmer les gens et en leur offrant du bonheur, tu peux les diriger finalement un peu où tu veux. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est un peu tous les sujets que cet interrogatoire, au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, bien entendu en étant sceptique, ça a beaucoup plus de chances d'être une fiction, mais j'aime bien cet encart de me dire peut-être qu'il y a un mini pourcentage de chances que... Puis même, c'est sympa de commencer un petit peu, tu as fait ce petit prélude en disant que il y a de grandes chances que ce soit vrai. Non, de faux, grande chance que ce soit faux. Pas de grande chance. Il y a vraiment 90% que ce soit vrai, vraiment... Il y a une possibilité que ce soit vrai, plutôt. Non, mais c'est ce que j'aime. Et de toute façon, c'est même le succès, comme je disais. C'est le succès des théories du complot, etc. Même si tu les regardes en te disant, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est trop gros qu'on nous cache ça. Il y a une part de toi qui dit, et si? Et du coup, ça rend de base le truc un peu intéressant, parce que tu te dis, et si? Oui. Même si tu n'y crois absolument pas, et si? C'est pour ça que tu aimes bien les ovnis, c'est pour ça que tu aimes bien les fantômes, c'est pour ça qu'on a tous chacun un peu notre sujet où on se dit, et si? Oui, et puis en plus là c'est très... les sujets que tu as abordés c'est très philosophique. En fait, cet interrogatoire apporte beaucoup de réflexions, effectivement métaphysiques, mais qui sont intéressantes. Donc même, je dirais, même en se disant que c'est totalement faux, ça reste intéressant en fait. Après en plus, ce qui est intéressant, ce que j'ai pas forcément retranscrit à fond, c'est que dans la vidéo, on va dire officielle, comme je te dis, c'est un alien qui a survécu à un crash et qui est vraiment très faible, où ils sont en train de lui injecter des doses d'énergisant pour le faire parler en fait. Mais genre tu le vois l'alien? Non, ouais, je mettrai la photo peut-être sur la vignette, je pense de toute façon. On voit, mais voilà, c'est... Parce qu'on a l'impression en plus qu'il y a une deuxième partie de la vidéo où là c'est fake de ouf, mais que la première, il y a tout un débat chez les ufologues comme quoi la première partie serait vraie et qu'ensuite il y a une autre vidéo qui est sortie avec un truc un peu plus moderne où on voit l'alien dans plusieurs positions. Enfin bref, c'est une sorte de petit gris, c'est vraiment l'alien classique. Voilà. Ok. Et on verra ça, c'est beau. Ça veut dire que moi, l'histoire qui va suivre, il y a aussi une vidéo à aller voir, quoi. Il y a une forme de, tu vois, quand on se concerte pas, mais il y a une forme de symbiose. On pourrait mettre la vidéo de l'interrogatoire, d'ailleurs, en lien aussi dans la biographie, exactement. Ouais, dans la biographie, oui, dans le résumé. Dans la biographie. Ok. Bon, est-ce que t'es prêt pour la seconde histoire? Pas de prélude, pour ma part. Ouais. On va direct dans le vif du sujet, donc j'espère que vous êtes prêts. D'accord, donc on sait juste que c'est une histoire vraie, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour démarrer l'histoire, c'est ça? Tout à fait. Ok, et go. C'est parti.
et j'ai intitulé cette histoire « Le miraculé ». En Australie, un homme ordinaire du nom de Bill Morgan a vécu l'impossible. Le soleil doré brillait sur les routes poussiéreuses, et Bill, au volant de son camion, transportant ses marchandises, écoutait pleinement son podcast préféré. Mais, soudain, une douleur foudroyante envahit sa poitrine. Son cœur qu'il avait soutenu durant 37 ans s'arrêta net. Le véhicule vint alors s'enfoncer dans un fossé. Les passants, témoins de l'effondrement et de l'immobilisme du pauvre Bill, appelèrent immédiatement à l'aide. Les médecins accoururent et une bataille acharnée commença contre le temps. Pendant 14 longues minutes, je répète, 14 minutes, le cœur de Bill resta inerte, silencieux, comme si la vie elle-même avait décidé de l'abandonner. Pourtant, les médecins, armés de leur savoir, réussirent enfin à ranimer son cœur. Cependant, Bill tomba tout de même, après un quart d'heure sans vie, dans un profond coma. Ses proches attendaient, le souffle suspendu, priant pour un miracle. Lorsqu'un cœur cesse de battre, l'absence de circulation sanguine, et donc d'oxygénation, du cerveau, peut entraîner des liaisons cérébrales, irréversibles, après environ 4 à 6 minutes. Imaginez donc pour 14 minutes sans activité. Le temps était long. Au bout d'une semaine, on conseilla même à la famille de débrancher son assistance respiratoire. La famille refusa. Puis plus tard, Bill ouvrit les yeux, 12 jours après. Non seulement il était vivant, mais il était indemne, comme si les ombres de la mort n'avaient laissé aucune trace sur lui. Reconnaissant envers la vie qui lui avait été rendue, Bill jura de ne plus jamais la gaspiller. Il décida d'épouser la femme qu'il aimait depuis tant d'années. « J'ai frôlé la mort, lui dit-il, et maintenant je veux passer chaque instant de ma seconde chance à tes côtés. » Mais la vie n'en avait pas fini avec ses surprises. Bill, poussé par une intuition étrange, acheta un ticket de loterie. Non. Devant ses yeux ébahis, apparut une combinaison gagnante. Il gagna une voiture flambant neuve. Ce simple bout de papier devenait pour lui un symbole de renouveau, une preuve que la roue tourne, que cette fois la chance lui sourit. Mais le destin n'avait pas encore dit son dernier mot. Après le bonheur, le malheur, Nietzsche propose l'idée que les opposés, tels que le bonheur et le malheur, sont interdépendants. L'un ne va pas sans l'autre. Pour lui, les expériences négatives, comme la souffrance et le malheur, sont nécessaires à la croissance et à l'épanouissement personnel. Et elles donnent donc du sens à nos moments de bonheur. Mais revenons à Bill. Peu de temps après, une équipe de télévision locale entendit parler de son histoire incroyable. L'objectif racontait alors son parcours. Lors du tournage, ils lui proposèrent de revivre symboliquement son moment de chance en grattant un nouveau ticket. Juste pour la caméra. Bill accepta, riant de cette mise en scène, mais lorsqu'il y gratta le ticket, ses mains commencèrent à trembler. Le silence tomba sur le plateau. Était-ce une crise cardiaque ? En direct ? Non, pas du tout. Il avait encore gagné. Mais bien plus. Une somme de 250 000 $. Les journalistes n'en croyaient pas leurs yeux. Bill, lui, exulta, les larmes aux yeux. Je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Et ça, c'est la vidéo qu'on peut voir sur YouTube. Okay. Le moment où il gratte le ticket devant la chaîne de télévision. En 2020, Bill Morgan, vit toujours à Melbourne avec sa femme. Bien qu'il souffre encore de problèmes cardiaques et d'arthrite, ce qui l'a forcé à prendre sa retraite prématurément, il déclara « J'ai eu un bonus de 22 ans et c'est ainsi qu'il faut vivre sa vie. Chaque jour, je me lève, je mets mes chaussures et même si je ne suis pas très bien, je fais une petite marche dans la rue, je sens les roses, je regarde le soleil et je pense à quel point je suis chanceux. » Et chaque semaine, il continue d'acheter un ticket à gratter. Fin.
Incroyable. Ouais. Et donc, Voilà. donc, Le histoire petit vraie, Bill hein. Morgan. Donc, histoire totalement vraie. Totalement Parce que vraie. j'avais déjà entendu une anecdote sur une personne qui avait gagné à la loterie et qui se faisait filmer Oui. et qui gagnait une deuxième fois. Mais alors, je sais pas si ça parlait de ce mec-là et j'étais pas au courant Eh bah, de l'info. C'est possible, ouais. Je pense que c'est possible. J'avais déjà entendu cette info-là. Ouais. Et alors, ce qui s'est passé précisément, là, pour le bien de l'histoire, j'ai un petit peu modifié un truc. Ouais. C'est que... Et il a pas gagné en fait au loto, vraiment, il a juste survécu. Non. Et puis il est Et la resté vidéo que n'existe 30 pas. secondes dans le coma. Non. Justement, d'ailleurs, même ça, ouais, les 14 minutes, ça c'est totalement vrai. Ouais. Hein. Les 2 fois où il a gagné, c'est vrai aussi. C'est juste que l'accident de voiture, en fait, qu'il a eu... Alors, exactement, que je ne dise pas de bêtises... Oui, non, voilà, c'est un accident de voiture qui lui a causé une infection cardiaque. D'accord. Ouais. Et ensuite, en fait, il a fait une réaction allergique à un médicament utilisé pour traiter en fait ce problème. Et c'est là que ça a déclenché la crise cardiaque. D'accord, ok. Donc moi, j'ai T'as raccourci. écourté j'ai pas... pour l'histoire. Ouais, Ok. voilà. Ok. Voilà. Et après, il fut déclaré cliniquement mort après 14 minutes, hein, Ok. avant d'être Ouais, c'est réanimé par les secouristes. Ouais. Non, c'est un délire. Hein. C'est un délire. C'est dingue. Et donc voilà. Et ça, c'est un truc, c'est un sujet. Je voulais t'en parler en plus en audio, en dehors de l'émission, parce que c'est un sujet. D'accord. J'ai pensé, je sais plus pourquoi. Mais c'est le fait que, bah là, par exemple, tu vois, ce mec-là, il survit à la crise cardiaque, etc. Sa vie aurait pu s'arrêter, et puis ça aurait été le mec qui est mort d'une crise cardiaque. C'est ça le résumé en gros de sa vie, tu vois. Et finalement, il survit. En plus indemne, etc. Et puis derrière, il gagne à la loterie. Et maintenant, c'est le mec qui a survécu et qui a gagné à la loterie. Et sa vie a totalement changé. Et c'est un sujet que je me suis dit, c'est ça, je trouve. Nous, tu vois, on a la trentaine. On a notre vie qui est construite, etc. Mais ça se trouve, on n'est même pas au courant d'un événement qui va définir notre propre vie. Voilà. Ça se trouve, dans la globalité de notre vie, il y a un élément qui va faire... c'est ça, Ouais. c'est sa vie à ce moment. Je Et vois que ce ça que soit tu veux dire. dramatique ou que ça soit de la joie, j'en sais rien, tu vois. Mais je trouve ça marrant de se dire que là, peut-être, on est dans une phase de notre vie où on n'a pas encore eu cet événement qui va définir notre vie. Qu'on va devenir l'homme qui a voilà. Ouais, Bon, bah, ça- c'est aussi flippant que l'immensité de Exactement. l'univers. Oh, voilà, je me pose des questions des fois, moi. Non, mais je trouve ça marrant, quoi, de se dire ça, en fait. C'est vrai. Peut-être dès demain, il va se C'est passer la- quelque chose qui fait que ça va redéfinir totalement la réalité de ta propre vie, quoi. Voilà. Oh, Bon, bah, c'est... j'espère que ça sera Mais c'est un pas- gain au loto. Oui. Un gain au C'est loto. pas mal. Bah écoute, Ah là là. on va être parti sur Bon. ma deuxième histoire. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc on va partir sur un témoignage. Donc c'est une histoire vraie. C'est un Ok. écrivain à qui il est arrivé quelque chose et du coup il a décidé de l'écrire sous forme de témoignage. Mais c'est un témoignage qui est réel, mais bien entendu, après le témoignage, on va se poser quelques petites questions. Ok. Donc restez jusqu'au bout. Je ne suis pas quelqu'un qui croit au surnaturel, mais ce qui m'est arrivé ce jour-là à New York continue de me troubler. J'ai beau chercher des explications rationnelles, je ne parviens pas à chasser ce sentiment d'étrangeté. C'était une journée ordinaire. J'avais décidé de prendre le tramway pour aller faire quelques courses. Une fois à bord, je me suis assis, et comme à mon habitude, j'ai observé les autres passagers. Il y avait un homme en costume, absorbé par son journal, ses doigts immobiles sur une page comme s'il cherchait une vérité qu'il ne trouvait pas. Une jeune femme, les écouteurs aux oreilles, qui remuait à peine, comme si elle était perdue dans sa musique. Et puis, près de la fenêtre, une vieille dame qui regardait le paysage avec un sourire énigmatique, comme si elle savait quelque chose que nous ignorions tous. Le tramway a roulé jusqu'à ma station. Je suis descendu, me dirigeant vers un supermarché à quelques rues de là. J'ai pris mon temps pour faire mes courses, puis je suis revenu à l'arrêt, sac à la main, prêt à reprendre le tramway. C'est à ce moment-là que tout a changé. Quand la rame est arrivée, j'ai monté les marches et une sensation étrange m'a envahi. Les mêmes passagers étaient là, exactement les mêmes. L'homme en costume lisait toujours son journal avec assiduité. La jeune femme écoutait toujours sa musique, ses doigts tapotant un rythme silencieux sur son genou, et la vieille dame regardait encore par la fenêtre, son sourire inchangé. Je me suis figé. Mon esprit essayait de trouver une explication. Était-ce une coïncidence, une illusion ? Mais tout, absolument tout était identique
même leur posture, leurs gestes, comme si le temps s'était figé pendant que j'étais parti pendant quasiment 45 minutes. Je me suis assis, troublé, et le trajet a repris. Je n'ai pas osé les regarder directement, mais j'ai senti leur présence comme une pression constante. Quand le tram s'est arrêté à une station, j'ai saisi l'occasion pour descendre, mon cœur battant à tout rompre. Que s'est-il passé ce jour-là ? Une partie de moi n'a pu s'empêcher de penser qu'il s'était passé quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui dépasse ma compréhension. Une boucle temporelle ? Une faille dans l'espace-temps ? Une preuve que nous vivons dans une simulation ? Ou bien du paranormal ? Des esprits ou des fantômes qui entraient ce wagon ? Ou alors tout simplement peut-être une blague ? Une mise en scène pour une caméra cachée ? Cet événement m'a réellement perturbé. À ton avis, quelle est la solution à cette petite énigme ? Mais c'est énorme. C'est-à-dire que la solution, c'est une vraie solution, quoi. Il y a une explication sur ce qu'il s'est passé. Moi, l'idée de la caméra cachée, j'ai trouvé ça pas mal. Okay. Après, si ce n'est pas une caméra cachée, je sais pas, vu que c'est le truc que j'ai retenu en priorité comme solution pour... Le plus simple, le rasoir d'Occam, hein, tu vas la solution la plus rationnelle. Ouais, puis en plus, les autres évoquent, après les fantômes, encore une fois, ça évoque d'autres questions, d'autres... Ouais, mais c'est quand même ultra perturbant, parce que le mec donc, a fait ses courses pendant 45 minutes, et quand il revient, en fait, il se retrouve exactement dans le même wagon, avec les mêmes personnes, et rien n'a bougé, tout... Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? C'est sa montre qui bug. En fait, il ne s'est pas écoulé 45 minutes pendant 30 secondes. Il a fait ses courses. Oui, il a quand même conscience du temps, hein, le gars. Non, mais il s'est endormi, en fait. Il vient juste de se réveiller. Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ok. Les personnes présentes dans le wagon n'étaient pas des fantômes ou une erreur dans la matrice. C'était tout simplement, exactement, les mêmes personnes. L'information qui me manquait est que ces gens venaient tout simplement de subir un malheureux événement pendant mon absence. En effet, le tramway a redémarré après mon départ, mais il s'est stoppé quelques centaines de mètres plus loin à cause d'une panne du système d'aiguillage. Le tram est resté immobilisé plus de 30 minutes, a fini par repartir en arrière pour revenir à la station que j'avais quittée, où il est resté encore à l'arrêt près de 15 minutes. C'est à ce moment-là que je suis revenu avec mes courses sans me douter un seul moment que je rentrais dans le même wagon. Okay. La morale, nous pouvons facilement mal interpréter un événement et rapidement l'irrationnel prend le pas sur le rationnel. Oh, j'adore. Donc voilà. J'adore cette conclusion. Ah ouais. En fait, c'est une coïncidence de fou. Et la top. coïncidence, c'est surtout lui qui se l'est créé. En fait, il était pile poil dans un timing de dingue. Mais du coup, c'est une histoire vraie qui montre que quand tu as l'angle de vue que d'une seule personne, tu peux croire à un truc qui est complètement fou. Et qui pourtant en fait est banal, de dingue. Et comme il n'a pas osé demander aux gens pourquoi, enfin il a rien demandé, il est juste rentré dans le wagon, il a flippé, il était figé, et il est ressorti, il a rien demandé, et du coup c'est ce qui a créé cette incompréhension, alors que la situation était assez exceptionnelle, mais relativement banale finalement. Voilà. Ok. Donc voilà, donc j'avais ce sujet des petites coïncidences, mais comme l'histoire était courte, et j'avais une autre petite histoire qui parle des coïncidences, et celle-ci est assez bluffante. Celle-ci a fait pas mal le tour des journaux. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille de 10 ans même, qui s'appelle Laura Buxton. Ça s'est passé en 2001, et donc elle vivait à Staffordshire. Elle vivait en Grande-Bretagne et elle décide de participer comme beaucoup d'enfants. En fait, elle prend un ballon, elle accroche un message où elle dit, elle écrit son nom, son adresse et une petite note où elle dit « S'il vous plaît, retournez le ballon à Laura Buxton ». C'est un petit délire que beaucoup d'enfants font. Elle envoie le ballon, et le ballon il va voyager pendant plus de 200 km et il va atterrir dans le jardin d'une jeune fille qui va récupérer le petit message, et elle va l'ouvrir, et première interrogation, c'est qu'elle s'appelle elle-même Laura Buxton. Car soit une lettre qui est tombée totalement au hasard, elle s'appelle Laura Buxton. Donc elle trouve que c'est quand même marrant. Elle va voir ses parents ils trouvent l'anecdote marrante, ils disent tiens, on va la contacter. Et ce qui est incroyable, c'est que donc, la Laura Buxton dans laquelle le ballon est atterri, elle a elle aussi 10 ans.
ce qui est aussi incroyable, c'est qu'elles se ressemblent terriblement. Elles sont de taille similaire, elles ont les cheveux châtain clair et portent un style de vêtements à peu près similaire. Pareil, elles ont un chien et un cochon d'Inde, toutes les deux. Cette histoire est vraie, cette histoire, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas un truc et tout, mais ce qui est assez marrant dans le témoignage des gens, c'est qu'en plus, quand il y a des situations un peu extraordinaires, pour raconter l'histoire, on a tendance en fait à enjoliver certains trucs. Quand on gratte un peu derrière l'histoire, on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas tombée, et c'est la deuxième Laura Buxton qui a trouvé le message, c'est un mec de son village qui est tombé sur le mot, et il a fait, tiens, Laura Buxton, il fait, je connais une Laura Buxton, et il a été donné la lettre à la Laura Buxton, la deuxième. Ok. Déjà, tu vois, ça raccourcit le fait que c'est tombé pile poil dans le jardin de Laura Buxton. Ouais, Ça ralentit le truc. Et ensuite, en fait, je vous ai fait une sorte de millefeuille argumentatif en vous disant qu'il y a eu plein de coïncidences de fous. Mais bon, elles s'appellent Laura toutes les deux. Bon, Buxton, c'est quand même assez fou, mais comme je t'ai dit, c'est un voisin qui l'a amené parce qu'il connaissait cette Laura Buxton, donc il l'a amené à elle la lettre. Ensuite, elles ont 10 ans, coïncidence, sauf qu'il y en avait même une en fait qui avait 9 ans et demi, qui avait pas encore 10 ans, mais bon, on dit 10 ans toutes les deux, c'est à peu près la même chose, voilà. Et du coup, des gamines de 10 ans qui ont une taille similaire, bon, c'est pas non plus exceptionnel, qu'elles soient châtains toutes les deux, c'est pas non plus exceptionnel, et qu'elles ont un chien et un cochon d'Inde. Pareil, c'est pas non plus un truc à cet âge-là, c'est un truc qui est plutôt commun finalement, et pareil pour le style vestimentaire, des gamines de 10 ans, voilà. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus des coïncidences complètement folles, mais le fait de rajouter, de citer plein de trucs, est-ce que ils ont regardé tous les aspects de leur vie, à mon avis, hein, et ils ont relevé dans les journaux les trucs qu'ils avaient en commun. Ils ont éludé, je pense, tous les autres trucs qui n'avaient aucun rapport. Petit billet de confirmation. Voilà, parce que l'histoire serait moins belle là-dessus. Et je trouvais cette histoire assez intéressante, parce que oui, il y a quand même une coïncidence qui est folle, mais finalement, quand tu dézoomes, tu te dis... Bon, c'est pas non plus... Ouais, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru que t'allais... je sais pas, qu'elle allait aller plus loin, genre à son sœur jumelle, ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais, ça allait aller encore plus loin, tu sais. Sœur jumelle, non, même pas, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant qu'en dézoomant, comme tu le dis... en rendant plus banal des trucs qu'on va te sortir... Tu m'as créé un ascenseur émotionnel, quoi. J'étais là, en fait, non, c'est ultra banal. Du coup, je vais conclure ces deux petites histoires sur les coïncidences avec une loi... qui s'appelle la loi de Littlewood. Donc, ça a été formulé par un mathématicien qui s'appelle John Littlewood. Donc, c'est une tentative mathématique pour expliquer les miracles ou les coïncidences incroyables qui semblent parfois se produire dans nos vies. D'accord. Donc en fait, c'est assez intéressant. Donc c'est pas une vérité, mais il fait des probabilités en gros. Et il se dit qu'en fait, finalement, dans une journée, on s'en rend même pas compte, mais on a une fréquence d'événements par seconde qui est hallucinant. En fait, on s'en rend même pas compte parce qu'il se passe tellement de trucs autour de nous, autour de ça, donc on capte pas, on trace à travers les événements. Donc en gros, en prenant en compte tous ces événements qui se passent tous les jours, en gros, chaque personne est exposée à 1 million d'événements sur une période d'environ 35 jours. Donc si un événement miraculeux a une probabilité de 1 sur 1 million, alors statistiquement, vous devriez rencontrer un événement de ce genre environ une fois par mois. Sauf que possiblement, tu ne le remarques pas. C'est-à-dire que statistiquement, un événement, si tu le remarques, tu peux dire putain, c'est ouf ce qui vient de se passer. Quand tu dézoomes, pareil, il se passe tellement d'événements que voilà. Mais des fois, c'est que tu les remarques pas. Et souvent, en fait, c'est quand il t'arrive quelque chose, que tu as envie de relever des symboles ou des messages, que là, tu vas relever des détails que tu relèves pas habituellement, en fait. C'est clairement des biais cognitifs, là. Voilà, c'est ça. Là-dedans. Ouais, là, c'est des biais cognitifs qui sont du coup mélangés avec des probabilités, des statistiques. Ouais, de toute façon, parce que le cerveau a beaucoup de mal avec les statistiques, justement. C'est ça. Même malgré que tu le dises, là, si ça nous arrive, on va quand même essayer de chercher une raison. Et c'est ça qui est fou. C'est que les statistiques, on a beaucoup de mal je pense, à les ancrer un petit peu et à les comprendre. C'est ça. Parce que là, c'est intéressant d'avoir des probabilités de miracles sur un mois. Je ne suis pas mathématicien, je ne sais pas comment exactement il a calculé ces probabilités-là, mais voilà, c'est le fait d'essayer de compter combien d'événements peuvent se produire par jour, tu vois, pour une personne normale, et du coup de faire une sorte de ratio à partir de combien ça devient miraculeux, un truc. Et c'est vrai qu'une chance sur 1 million, tu te dis, bon, c'est quand même relativement miraculeux. Et voilà. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de conclure là-dessus pour se dire que des fois, les coïncidences, finalement, c'est déjà parce qu'on les remarque. Et en plus, des fois, on a envie de leur donner un sens. Voilà.
Ouais, moi, c'est un truc... je sais pas si t'es déjà arrivé, mais un truc tout bête, hein, souvent je cite ça, ça m'est déjà arrivé en fait de penser par exemple à ma mère. Je pense à elle. Bim, ça Au sonne. moment où je pense à elle, ouais, Ça, c'est il y a mon téléphone qui sonne. Ouais. Et t'as deux possibilités. Soit tu te dis, ouais, il y a une connexion. Ouais. Personnellement, je nie cette hypothèse-là. Hein. Mm. Je dis pas qu'il n'y a pas de connexion. Enfin, si, plus ou moins. Mais pour moi, c'est juste que ça rejoint un petit peu le discours que tu as et le discours presque un peu Tu neuroscientifique remarques aussi. pas toutes les fois où... Non, voilà. Toutes les fois où j'ai pensé à elle et que j'ai pas eu d'appel, en fait, je les oublie. Et je me souviens que du moment où, quand je pense à elle et qu'elle m'appelle, parce que c'est surprenant en fait. C'est surprenant en fait. Du coup, tu te dis, oh. Et vu que c'est surprenant, que ça joue sur le côté émotif, tu te souviens que de ça. Et tout le reste, tu l'oublies. Et on s'en rend pas compte en fait de toutes les fois où on aurait pu penser à ça. Et on en revient à ces échelles de statistiques. Ça se trouve, dans un mois, je sais pas, j'ai peut-être pensé, je sais pas, 100 fois par exemple. Et voilà. Sur un an, il y a peut-être une fois sur 100 où ça peut. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est curieux, mais bon, voilà, c'est de la pure statistique, quoi. Donc, mais quand ça nous arrive, c'est toujours bizarre, ouais. T'as toujours envie de créer un truc. Ouais. Et puis le cerveau fait des liens, de toute façon. Ouais, totalement, ouais. Ah, c'était pas mal ces petits. J'ai bien aimé la première, là. La petite. J'ai bien aimé. Ok. Bon, À toi. allons-y. C'est parti. Donc là, on repart sur une histoire vraie. Et là, pareil, en fait, j'aime bien... c'est vrai que dans l'horror show, généralement, j'aime bien parler à la première personne. C'est un témoignage, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Truc, ouais. Là, du coup, j'ai pris le parti d'écrire à chaque fois la troisième personne, vu qu'il s'agit de personnes d'histoires vraies un petit peu, et un peu... c'est presque biographique. Ok. Donc, ça l'était pour Bill Morgan, et là, ça le sera pour le personnage qui va suivre, dont je ne dirai pas le nom de suite. D'accord. Mais je pense qu'il n'est pas trop connu. Okay. Et pourtant, il a une histoire assez folle. John Jones. Mais merde. Non, arrête, en plus, ça faisait partie de mes idées. Je voulais en fait, je pensais en plus à John Jones. Je voulais raconter une histoire de quelqu'un de ultra connu, mais sauf que je le dis qu'à la fin qui c'est. Et en plus, je sais pas pourquoi j'ai pensé à John Jones pour te faire la surprise. Voilà. Je n'ai pas fait ça. Du coup, c'est ce que toi tu as fait a priori. Oui. C'est une coïncidence totalement exceptionnelle. Non, ce n'est pas John Jones, mais c'est une personne assez intéressante. Alors, Einstein, asseyez-vous confortablement. Il ne veut pas arrêter. Non. Mais c'est dans le milieu des sports de combat, donc... non, sérieux ? Ah, c'est pas mal. C'est fou. Donc c'est parti. Né le 20 février 1943 à Wajima, dans la préfecture de Ishikawa, sous le nom de Kanji Inoki. Il grandit dans une époque marquée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est au Japon, donc Juste désolé, parce que... Oui, c'est au Japon, okay. Tout à fait. C'était bien de préciser, parce que je connais pas toutes les villes japonaises. Tout à fait. Il y a 50 ans. C'est au Japon. Dès son plus jeune âge, il se montre exceptionnellement ambitieux. À l'âge de 13 ans, il s'intéresse aux arts martiaux, après avoir vu un documentaire sur les lutteurs professionnels américains. Son désir de devenir une légende du combat était né. À 17 ans, il part pour Tokyo avec un seul objectif, intégrer une école de lutte professionnelle. Antonio Inoki ne tarda pas à impressionner dans le monde de la lutte japonaise. Après avoir rejoint le Japan Wrestling Association, son style de combat innovant et sa technique brute le distinguent des autres lutteurs. Précisons que c'est pas de la lutte telle qu'on l'entend, au Japon, c'est plus une fédération de catch et non de lutte à proprement parler. Donc là, on est vraiment sur du catch, donc c'est très théâtral pour l'instant. Dans les années 70, Inoki ne se contente plus de se battre contre des adversaires japonais. Il rêve d'une reconnaissance internationale. Il prend un virage audacieux en se lançant dans la lutte pro au Nouveau Japan Pro Wrestling, qu'il fonde lui-même avec un autre pionnier, Seiji Sakaguchi.
À l'âge de 29 ans, ce projet allait bientôt révolutionner la lutte et créer une toute nouvelle forme de spectacle où la compétition sportive et le divertissement se fusionnaient. En gros, c'était plus simplement du catch, mais c'était un mélange hybride entre du catch et du combat libre. Pour faire un nom et attirer du monde, il se rend aux États-Unis pour affronter des stars de la lutte. La New Japan Pro Wrestling devient la plus grande compagnie de catch du pays. La compétition était diffusée sur TV Asahi. Donc c'est une grande chaîne qui est très connue au Japon. Truc donc qui est très intéressant que j'ai appris en fait en me renseignant sur cette histoire, c'est que en créant cette organisation qui mélange combat libre et catch, j'ai appris qu'il existait deux termes dans le catch. Il existe le terme de shoot wrestling et de book wrestling. Et en fait, le book wrestling, c'est le catch qu'on connaît tous, c'est le catch qui est faux en fait, qui est théâtral. Et l'autre, le shoot wrestling, c'est du catch, mais pour de vrai. Ils se mettent vraiment dessus, quoi. Ces règles donc tranchaient avec celles des autres organisations de combat de l'époque, telles que le Shooto, le shootboxing ou l'UFC, qui est donc le plus connu, ou Combat John Jones, justement. Coïncidence? Je ne crois pas. Sa célébrité sera à son paroxysme à l'âge de 35 ans. Plus précisément le 26 juin 1976, dans le Nippon Budokan, à Tokyo. Anthony Inoki affronte un champion de boxe, et pas n'importe quel, Mohamed Ali. C'est un combat totalement inédit, qui oppose donc deux styles de combat radicalement différents, donc Mohamed Ali, avec ses points de fer et sa rapidité, contre Inoki, qui lui est considéré comme un lutteur au pied agile, parce qu'il utilise beaucoup ses jambes, et avec de réelles techniques de soumission. Donc on est sur presque un premier gros combat de MMA entre un lutteur ultra connu et un boxeur pareil, qui est connu mondialement, quoi. Et je sais pas, du coup, est-ce que tu avais déjà entendu cette histoire d'un lutteur contre Mohamed Ali? Je crois pas du tout. Peut-être, ça me dit un truc vaguement, mais pas en détail. Hein. Et du coup, alors les conditions du combat étaient un peu particulières. Elles ont été tenues secrètes parce que c'était donc la compagnie d'Inoki. Mais Mohamed Ali, en faisant ce match, il avait quand même suggéré quelques règles en plus. C'est qu'Inoki n'avait pas le droit de frapper au visage avec ses pieds. Et en gros, il était autorisé que à frapper dans les membres inférieurs. Et de ce fait, le catcheur a passé la quasi-totalité du combat sur le sol, cherchant en fait à kicker les jambes d'Ali, empêchant du coup Mohamed de pratiquer sa boxe. Du coup, c'était très particulier. Hein. C'est-à-dire qu'Inoki était au sol allongé pendant que Mohamed Ali était debout sans pouvoir rien faire parce que lui, il connaissait pas le sol. Donc voilà, c'était premier combat prototype de MMA un petit peu. Et du coup, ça a été un petit peu critiqué parce qu'ils ont vu ça comme une opération publicitaire pour la plupart du public, en fait. Alors que pas du tout. Le combat était réel, même si du coup les règles ont fait que c'était un peu spécial. Et c'est comme ça qu'Anthony Inoki a été célèbre. Je connaissais même pas son nom. Ah. Ouais. Alors, voilà, célèbre, mais bon, surtout pour les Japonais en fait. Même l'histoire avec Mohamed Ali, je trouve qu'elle n'est pas si réputée que ça. Moi, j'en ai entendu parler dans un manga, dis-toi. Ah ouais. Il y a un manga qui a parlé de cette histoire, et c'est comme ça que j'ai connu l'existence d'Antonio Inoki. Donc en 2007, Antonio Inoki crée sa propre fédération, la Inoki Genome Fédération, proposant du coup des galas qui mélangent matchs de catch, de kickboxing et d'arts martiaux mixtes. Sauf que le problème, c'est que ça attire pas la foule. Ceux qui aiment le catch trouvent que ça manque de catch, et en gros ceux qui aiment le MMA, ceux qui aiment un peu plus le combat réel, trouvent qu'il y a trop de catch. Sauf que la vie d'Inoki ne se limitait pas seulement au ring. Fort de son influence et de sa popularité, il se tourna également vers la politique. En 1989, à 48 ans, il fut élu membre du Parlement japonais. Une carrière politique qu'il poursuit pendant près de 13 ans. Dans cette nouvelle étape, il milita pour de nombreuses causes, en particulier pour la paix dans le monde et la réconciliation entre le Japon et ses voisins. Par exemple, il participe aux négociations pour le rapatriement des Japonais pris en otage par le régime de Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe de 1990-91.
il s'était distingué en amorçant une très personnelle diplomatie du sport avec la Corée du Nord, où il s'est rendu une dizaine de fois pour tenter notamment d'aider à résoudre la question des enlèvements de citoyens japonais par la Corée du Nord. En gros, il y a 17 citoyens qui ont été officiellement reconnus par le gouvernement japonais comme victimes d'enlèvement par la Corée du Nord de 1977 à 1983. Et en tant que philanthrope, il utilise sa position pour organiser des événements de charité et créer des liens entre le Japon et d'autres pays à travers le sport. Donc il a été ambassadeur des arts martiaux dans le monde entier et resté un défenseur ardent des sports de combat comme moyen de promouvoir la paix et l'unité. Malheureusement, il a été atteint d'une maladie rare, l'amylose, et il est mort le 1er octobre 2022 à l'âge de 79 ans dans la ville de Tokyo. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'est, je trouve, pas assez connu en fait dans le milieu des arts martiaux, alors qu'il a fait. Surtout l'info, moi, l'anecdote que je retiens, c'est que le premier soi-disant match de MMA, c'était Mohamed Ali, quoi. Oui, trop. L'anecdote est cool, quoi. Je sais même pas, ça. Au-delà de ce gars que je connais absolument pas. Mais oui, voilà, ouais. Fait là, et j'avais jamais entendu parler de ça, par contre. Et c'est resté un peu, ça restait un peu secret quand même. Hein. Parce que du coup, je crois que le résultat du match a été, c'était une égalité en gros. Okay. Il n'y avait pas de gagnant vu que il y en a un qui est resté debout, l'autre qui est resté au sol. Il n'y a pas encore les règles pour vraiment calculer un. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Surtout que là, à la base, hein, c'était un peu l'organisation d'Inoki, donc. Ça se rapprochait plus des règles du catch. C'était dans un ring de boxe, hein, du coup, pas dans un octogone, hein, d'ailleurs, comme le catch. Hein. Donc ouais, c'était particulier. Mais il y a des organisations, du coup, de MMA qui s'inspirent beaucoup d'Inoki, de ce qu'il a fait, et ça se passe, du coup, dans un ring. D'ailleurs, les premiers UFC, je crois que c'est dans un ring, hein, et pas dans un octogone. Et après, ça a évolué avec l'octogone, donc la cage, hein, parce que on voyait les adversaires passer par-dessus les cordes. Du coup, ça crée des blessures graves. C'était un peu particulier. Enfin, voilà. Voilà. Okay. Pour l'histoire d'Inoki. Bon, eh bien, ça va être l'heure de ma dernière histoire. Ok. Et là, je vais vraiment reprendre. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Et là, en plus, je vais vraiment reprendre parce que finalement, les derniers story shows que j'avais fait, c'était plus des témoignages ou des. Alors que les tout premiers, je me rappelle, j'avais raconté un peu des contes. C'était vraiment en mode, on s'assoit avec un bouquin au coin du feu. Oui, c'est tout à fait. Et donc là, je me suis dit, voilà, je suis tombé sur un conte qui m'a beaucoup plu. Et donc, je vais vous le raconter. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un petit château aux murs gris et à l'allure poussiéreuse. Les hautes murailles privaient l'intérieur de la lumière du soleil, et depuis de longues années, les rires et la bonne humeur étaient interdits. Le roi vivait seul, assis sur son trône, dans l'ombre. Il passait ses journées à couvrir ses gens de cris et d'insultes, tant et si bien que beaucoup d'entre eux, pour oublier, se tuaient au travail ou étaient emportés par la maladie. Sa méchanceté était née le jour où sa jeune épouse s'était enfuie avec son amant, jeune homme de la campagne avec qui elle avait passé sa tendre enfance. Elle avait beaucoup pleuré le jour où le roi l'avait élue comme sa future femme. On raconte même que de ses larmes était née la mer d'Occident, à laquelle elle avait donné un goût salé qui pique les yeux de quiconque s'y aventure. Elle s'en était allée triste dans sa belle robe blanche de mariée, et malgré son destin privilégié, elle avait les traits tirés et les yeux humides. Son jeune ami, cependant, avait glissé dans sa main un petit bout de tissu, juste avant que celle-ci quitte le village dans son carrosse royal. Le jour du mariage avait été un grand événement du pays. Tout le monde souriait et chantait la gloire des jeunes mariés. La liesse avait pourtant été de courte durée, car au crépuscule, profitant de l'obscurité, la reine s'était enfuie. Depuis ce triste jour, une haine destructrice s'était emparée du roi. Elle avait rongé son cœur et transformé son visage. On n'y lisait alors plus que ce tourment de rage et ce voile de souffrance qui firent de lui le tyran le plus craint des alentours. Et chaque jour, les malheureux habitants du royaume souffraient
que cette blessure empoisonnée ne trouve remède, car depuis tant d'années, elle rongeait le roi. Elle l'avait transformé en un monstre d'égoïsme et de méchanceté. Un jour, pourtant, un vieux magicien arriva au village, avec des habits trempés par la pluie et son dos brisé de fatigue. Il venait de loin et ne connaissait pas l'histoire du château. Mais dès qu'il entra dans le fort, à la vue des visages ternes et tristes des habitants, il comprit. Il comprit tout de suite que régnait entre ces murs un grand malheur, car il sentait dans l'air ces courants d'énergie négative que créent la souffrance, la peur et la mauvaise humeur. Il alla directement au château, entra dans la demeure du roi et fut presque renversé d'y ressentir tant de haine. On lui indiqua que le roi se reposait, qu'il ne fallait surtout pas le déranger, mais qu'on pouvait le trouver dans sa chambre si on était assez fou pour y aller. Le vieux magicien n'avait pas peur. Alors il monta les hautes marches de l'escalier central et poussa la porte de l'habitation du roi sans même frapper. Il trouva le roi accoudé à la fenêtre, le regard vide et posé sur l'horizon. Ce dernier se retourna, surpris d'abord, excédé ensuite d'être dérangé. « Que veux-tu, vieux fou ? Ne t'a-t-on pas dit que je ne voulais aucune visite ? Sors d'ici immédiatement !» vociféra le roi. Mais le vieux magicien n'en fit rien et s'assit sur un tabouret qui se trouvait près du lit. « Je ne te gênerai pas longtemps. Je viens juste t'offrir quelque chose. Assieds-toi et accorde-moi 5 minutes que je puisse t'expliquer. » Le roi, comprenant bien que pour se débarrasser de cet étranger au plus vite, il fallait l'écouter, s'assit sur son lit et fit signe au magicien de continuer. « J'ai entendu parler de ta peine, et en parcourant les rues, encore plus de ta mauvaise humeur. J'ai là quelque chose qui pourrait t'intéresser, car il te rendrait ta bonté et ta joie d'antan. Accepte-le et porte-le si tu veux, je ne t'oblige à rien. » Le vieux magicien sortit de son baluchon une couronne d'or qui brillait de 1000 feux, couverte de pierres précieuses et de fines gravures qui éblouirent instantanément le roi. Il l'accepta sans hésitation et la plaça tout de suite sur sa tête. Après un coup d'œil dans son miroir, il remercia le vieux magicien par politesse et le pria de sortir. À partir de ce jour, sa souffrance ne fit qu'augmenter. Il ne se séparait ni de sa couronne, ni de ses mauvaises habitudes, et à cause de sa précipitation à se débarrasser du magicien, il avait sans le savoir perdu un conseil très important. Crucial même. La couronne était magique, et elle ne le rendrait bon que si ce dernier faisait des efforts de son côté pour être plus gentil. C'est pourquoi, à chaque mot méchant, chaque insulte ou chaque excès de mauvaise humeur, la couronne se resserrait autour de la tête du roi en s'accompagnant d'une douleur légère mais présente. Il passa comme ça 7 semaines, en ne fournissant aucun effort et se réveillant chaque jour plus mal que la veille. Au premier matin de la 7e semaine, il souffrait tellement qu'il ne put plus quitter son lit. Il gardait pourtant sa couronne, qu'il pensait toujours bénéfique pour son image, mais ses joues étaient creusées, sa peau livide et ses yeux opaques. Le vieux magicien, qui avait compris que le roi faisait fausse route, décida d'envoyer sa jeune fille à son chevet, afin qu'elle lui contât des histoires pour lui faire comprendre d'où venait sa souffrance. Le roi refusa, tout d'abord, mais à bout de force, il céda. Elle s'assit tout près de lui, à même le sol, et commença son histoire. C'était l'histoire d'un roi, jeune et magnifique, qui s'éprenait d'une jeune fille dont le cœur appartenait déjà à un autre. Il se mourait d'amour pour elle et décida de l'épouser, quand bien même il savait que celle-ci en aimait un autre. Pourtant, le mariage ne changea rien au sentiment de la jeune épouse, et elle s'enfuit le soir même pour retrouver l'homme de sa vie. Le roi eut le cœur brisé, mais il aimait bien trop la jeune fille pour se venger, et préféra ressasser sa haine et sa douleur en cachette, ne montrant à ses gens qu'un visage souriant et indifférent. Pourtant la souffrance le rongeait de l'intérieur, et très vite elle déborda. Il se mit à la déverser sur les malheureuses personnes qui partageaient sa vie, faisant naître la souffrance dans le cœur de ces dernières. Il ne se rendait compte à quel point sa souffrance le changeait, car il était aveuglé par sa peine. Il n'avait pas réussi à l'extérioriser, il n'avait pas guéri la plaie qui maintenant s'était infectée. La jeune fille du vieux magicien n'avait pas fini son histoire, mais le roi, captivé par son récit, était en larmes. Des rivières de larmes inondaient ses joues, et secrètement, elles emportaient avec elles le poison qui avait rongé le cœur du roi pendant tout ce temps. Quand la dernière larme eut séché, le roi ouvrit ses bras,
prit une grande inspiration et murmura « Merci ». La couronne, prise au dépourvu, relâcha un peu de son étreinte, invitant cette douce sensation d'apaisement dans le corps meurtri du roi. Il la sentit, s'en étonna tout d'abord et soudain sauta hors de son lit. Il prit la jeune fille dans ses bras, l'embrassa sur les 2 joues. Après un instant, une nouvelle vague de douceur. Il en fut ravi. Il courut alors hors de sa chambre, ouvrit toutes les fenêtres du château qu'il avait gardé jusque-là fermées, embrassa les valets et les servantes qu'il trouvait sur son chemin. À chaque pas, il faisait une pause, attendant que la couronne le félicite, et reprenait sa course. Il sortit à l'air libre, respira l'air pur à plein poumon, et expira avec force les dernières ombres qui noircissaient son cœur. La couronne, satisfaite et apaisée, se relâcha complètement. Elle était si ample, d'un coup, qu'elle glissa de la tête du roi. Les gens le regardaient, abasourdis, et ne savaient que dire. « Seigneur, qu'avez-vous ? Est-ce la folie qui de nouveau s'est emparée de vous ?» demanda craintive une vieille paysanne. Tous la regardèrent effrayés. Le roi allait sûrement la punir pour cet affront. « Non, ma jolie, c'est la vie qui m'a repris, » tonitruya le roi avec allégresse. « L'ombre a trop longtemps habité mon cœur, il a besoin de lumière, il veut réapprendre à aimer. » Fin. Donc c'est un conte écrit par Vinciane Villemier pour le site Graines de Paix le 27 octobre 2010. Voilà. Ok, c'est très joli. Et donc c'est un conte. Bien. Alors j'aime beaucoup les contes qui te laissent une trace et qui t'expliquent quelque chose. Et là très clairement en fait on te parle d'une dépression, d'un roi à qui il arrive quelque chose, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui du coup est totalement rongé par le mal-être qui lui arrive, au point de devenir quelqu'un de détestable, quelqu'un d'odieux, quelqu'un de méchant. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on prend un contexte très conte de fées, très pour finalement te décrire beaucoup de choses de comment que ça te parle de la dépression, ça te parle du comportement qu'il a, mais aussi que le fait de punir quelqu'un, c'est pas ce qui va le rendre plus gentil, par exemple, et qu'au contraire, des petits gestes que lui-même va faire au quotidien vont desserrer la couronne. Et il va comprendre aussi à la base pourquoi il a cette souffrance. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent et qui ne savent pas exactement pourquoi ils souffrent. Et le fait de comprendre, c'est pour ça qu'on parle souvent d'aller voir des psys, tout comme ça, qui peuvent des fois, avec un œil extérieur, trouver la source du problème. Et rien que le fait de trouver la source d'un problème, d'en parler, ça peut aider. Et ensuite, de se rendre compte que voilà, des petits gestes au quotidien, se rendre fier par ses propres actes. Ce symbole, j'ai beaucoup aimé en fait, le symbole de la couronne qui, quand tu vas mal, plus tu vas faire des actes méchants, on va dire, plus elle va se serrer. Et au contraire, plus tu vas être bienveillant, plus tu vas... c'est un peu une éclaircie et c'est la couronne qui se dessert petit à petit. Tout à fait, ouais. Ouais, trop. Et donc voilà, c'est un petit conte que j'ai trouvé. Ouais, j'ai bien aimé. Que j'ai trouvé mignon. Ouais. Que j'ai trouvé mignon tout en parlant d'un sujet en fait ultra grave, lourd et qui peut laisser une trace. J'aime bien ces histoires qui peuvent servir à raconter quelque chose, à expliquer quelque chose à quelqu'un de manière très imagée avec la couronne. Et je trouve que la couronne représente pas mal de choses intéressantes. Voilà. Bah ouais, même ça m'a fait penser à deux trucs. Moi, déjà la colère, le fait des fois d'exprimer sa colère, en fait, on croit que être presque par la colère, en fait, en dégageant, en extériorisant sa colère, être odieux avec quelqu'un, on pense que ça va être bénéfique pour nous-mêmes, pas pour la personne mais pour nous-mêmes, alors que c'est faux. Au contraire, en fait, quand tu extériorises ta colère de façon un petit peu impulsive comme il le fait, tu l'engraines encore plus, en fait, tu l'alimentes presque. Et en plus, à l'inverse, quand il devient presque altruiste et un peu reconnaissant envers les autres, c'est là qu'elle se dessert. Et ça fait penser au bouquin L'Art du Bonheur. C'est une interview, en fait, en gros, avec le Dalai Lama et un psychiatre. Alors, je ne sais plus quel Dalai Lama, parce qu'il y en a plusieurs. Et en fait, le psychiatre, il s'interroge en fait, sur le fait qu'être reconnaissant envers la vie et être généreux envers les autres, quel impact ça a sur toi. Et il se rend compte que ça crée, en fait, du plaisir, en fait, presque. Ça crée du bien-être. Le fait d'être généreux crée un bien-être. Et ça, voilà. Et quand le roi
devient un peu... là, c'est pas de la générosité, c'est presque... Il est agréable avec les autres, ça lui fait du bien, tu sais, ça fait un petit peu retour de bâton. Ouais, mais c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve intéressant dans ce conte, c'est vraiment de dire que des fois, quand on n'est pas dans un bon mood, on a tendance, tu sais, on en parle souvent nous dans notre podcast, des gens qui font que râler sur la situation, et en fait c'est ça, en fait, c'est des gens qui s'obscurcissent eux-mêmes en fait la vie. Alors que de faire un petit effort, de tourner son regard et d'essayer de voir les côtés positifs d'une œuvre, par exemple, c'est ce qu'on dit souvent nous dans le podcast, tu vois. Oui, Et en fait, c'est un petit travail qu'il faut faire au début parce qu'on a plus tendance à être attiré par le sang, par le drama, par les trucs qui peuvent nous faire peur. Mais en fait, de faire l'effort de se décaler et de voir la vie d'une manière différente, c'est une sorte de cercle vertueux qui va faire que la vie va devenir de manière plus agréable pour toi. C'est pas une recette magique qui marche à tous les coups, mais globalement, c'est vers là qu'il faut aller, quoi. Bah ouais, mais c'est totalement, je trouve, la naissance presque de l'émission. Oui, mais c'est pour ça que ce conte m'a beaucoup plu, c'est que je trouvais que ça collait très bien. Oui, parce que nous, on s'applique à le faire sur les œuvres, mais c'est vrai qu'après, le but, c'est de l'appliquer dans la vie, en fait, ce qui n'est pas facile, hein, évidemment. Mais oui, parce que on a tendance, parce que là, en plus, ce qui est intéressant dans ce conte, c'est de se rendre compte il était fou amoureux de cette femme, et peut-être qu'il a été complètement aveugle au fait qu'elle est amoureuse d'un autre gars, mais il n'a pas été malveillant envers elle. Quand elle est partie retrouver, dans ce genre d'histoire, t'entends toujours que le roi devient méchant et puis il va faire exécuter la femme et son amant, tu vois, ou je sais pas quoi. Là, même pas, il les a laissés vivre leur amour, mais juste lui s'est enterré lui-même dans sa détresse, et tellement il s'est enterré là-dedans, et il est devenu odieux avec tout le monde sans même s'en rendre compte, en fait. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, parce que ça en dit beaucoup aussi sur le fait des fois, c'est important aussi de comprendre les gens qui agissent d'une certaine manière. On a tendance à très vite les juger de manière manichéenne, c'est blanc ou c'est noir, tu vois, alors que c'est ultra intéressant d'essayer de comprendre pourquoi une personne est devenue ce qu'elle est devenue, même quand elle bascule dans le mal, quoi. C'est voilà. C'est bien pour. Voilà, j'en ai fini, je vais aller me coucher du coup. Donc bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine. Non, allez, la dernière du Story Show de cette année. La dernière du Story Show. Ouais, et là cette fois-ci, on reste du coup sur une histoire vraie. Encore une fois, une histoire vraie, je pense, qui n'est pas trop connue. Okay. Et cette fois-ci, on parle pas d'un homme, mais on va parler d'une femme qui est surnommée Queenie. Donc, Beyoncé. Oui, bah voilà, c'est pas la peine de continuer le... Non. Enfin, peut-être. C'est une chanteuse afro-américaine. Ouais, c'est clair, à chaque fois, c'est... Allez, c'est parti. Dans une petite maison nichée sur une colline ensoleillée de la Martinique, une fille, Stéphanie Sinclair, simplification de son vrai nom, Noéline Stéphanie Adélaïde Sinclair, née en 1897, grandit avec des rêves plus grands que les horizons de son île natale. Elle regardait les bateaux qui voguaient vers des terres lointaines, imaginant un monde où elle pourrait devenir maîtresse de son destin. Mais dans ce coin du monde, une jeune femme noire n'avait que peu de chance d'échapper à une vie de pauvreté. Refusant de se soumettre à ce sort, Stéphanie prit une décision audacieuse. Elle quitterait tout pour chercher une vie meilleure. En 1914, elle embarqua pour New York, la ville des promesses, l'American Dream. Et afin de prendre place à bord du Virginie, l'adolescente de 17 ans ment. Selon ses documents de voyage, elle est née en 1887. Un vieillissement de 10 ans, obtenu sans doute avec la complicité des autorités douanières. Déjà apprend-elle à parvenir à ses fins en passant quelques billets sous le manteau. À son arrivée, dans la ville qui ne dort jamais, cela ne ressemblait pas au rêve qu'elle avait nourri. Les rues étaient dures, les visages fermés et la discrimination omniprésente. Le rêve américain était donc une totale utopie pour une femme noire. Mais elle ne comptait pas se laisser abattre. Elle réussit à trouver un emploi modeste,
économisant chaque centime et observant attentivement les rouages de cette ville impitoyable. Elle comprit vite que pour réussir ici, il fallait connaître les règles, et savoir malheureusement comment les contourner. Dans les années 1920, Harlem était en pleine effervescence. Le quartier vibrait au rythme du jazz et de la Renaissance noire, mais il était aussi le théâtre d'activités clandestines. Stéphanie, à l'âge de 23 ans, y vit alors une opportunité. Elle s'introduisit dans le monde de la loterie clandestine, un jeu connu sous le nom de Numbers Game, très populaire dans les quartiers afro-américains. Ce jeu fonctionnait de manière similaire à une loterie moderne, où les participants pariaient sur un numéro à 3 chiffres. Le tirage était basé sur les résultats de certaines courses de chevaux, ou parfois des événements imprévus. Sauf que les résultats étaient souvent manipulés pour garantir des gains pour ceux qui contrôlaient le jeu. Mais cela ne l'a pas empêché de percer. Stéphanie ne se contenta pas d'y jouer. Elle devint une reine du jeu, créant son propre réseau et amassant une fortune. La ville étouffée par les gangs mafieux, avec des hommes comme Dutch Schultz, un gangster notoire, convoitant le territoire de Stéphanie, qui avait une place phare pour le blanchiment d'argent. Schultz, connu pour sa brutalité, tenta alors de l'intimider. Mais Stéphanie Sinclair n'était pas une femme à se laisser faire. Elle refusa donc de payer des pots de vin et dénonça publiquement les pratiques mafieuses qui la dérangeaient. Stéphanie se fait rapidement un nom et surtout un revenu très conséquent. Elle engagea des avocats, des gardes du corps, des banquiers, des preneurs de paris, et n'hésite pas à employer la méthode forte pour lutter contre ceux qui s'opposent à elle. Avec l'aide de son homme de confiance, Bumpy Johnson, on la surnommera bientôt Queenie, la reine de Harlem. Elle alla même plus loin. Elle publia des annonces dans les journaux locaux, mettant en garde les habitants contre la corruption et la violence des gangsters, tout en dénonçant les policiers véreux qui les protégeaient. « Je ne m'incline devant personne, disait-elle. La police répliqua en l'arrêtant pour des motifs forgés de toutes pièces. En réponse de quoi, elle témoigna à la commission Sebury, qui démit plus d'une douzaine d'officiers. La guerre entre Queenie et Schultz prit une tournure réellement violente. Pendant plusieurs années, menaces, violences et même assassinats ciblés. Mais Queenie tenait bon. Sa réputation de femme courageuse, incorruptible, la rendit célèbre dans tout Harlem. Son ennemi fut d'ailleurs éliminé. Schultz fut tué sur les ordres de Lucky Luciano, un grand nom de la mafia italienne, en 1935. Sinclair, âgé maintenant de 38 ans, n'avait rien à voir avec ce meurtre. Pourtant, un élément fit les gros titres à travers le pays, pesant d'énormes soupçons sur elle. Queenie avait envoyé un télégramme sur le lit de mort de Schultz avec écrit « On récolte ce que l'on sème ». Mais tout royaume a un prix. Après l'assassinat de Dutch Schultz, les autorités intensifièrent leurs efforts pour démanteler les opérations clandestines à Harlem. Queenie, sentant le vent tourner, prit une décision drastique mais stratégique. Elle se retira des affaires criminelles. Stéphanie Sinclair passa les années suivantes à militer pour les droits des Afro-Américains, utilisant sa fortune pour financer des causes sociales et continuer de dénoncer les injustices. Elle mourut en 1969, à l'âge de 81 ans, laissant derrière elle une légende, celle d'une femme qui s'est élevée au sommet dans un monde dominé par les hommes, défiant gangsters et préjugés et devenant un symbole de fierté et de résilience pour Harlem. Fin. J'ai envie de voir le film, du coup. Il y a un film, c'est obligé. Oui, il y a un film. Ça sonne tellement comme un film de gangster américain. J'avais des images dans la tête, moitié Red Dead, moitié Mafia, moitié... Trop, et en plus, j'ai dû condenser. Il y a beaucoup d'éléments. Hein. Du coup, j'ai pris le plus important pour comprendre un petit peu son parcours. Ouais, voilà.
Mais par exemple, il y a un truc, bon là je l'ai mis de côté, je voulais savoir si elle avait fait de la prison ou non. Parce que malgré tout, bon, elle n'a pas fait de trucs particuliers. Enfin, après elle a fait des jeux le fameux Number Games, elle en a créé un et du coup c'était un jeu illégal, hein, vu qu'elle faisait des détournements de fonds pour ramasser sa fortune. Mais elle n'a pas fait de prison pour ça. Mais il y a un moment donné, c'est quand elle était retirée des affaires, elle a rencontré un militant qu'on surnommait à l'époque Black Hitler. Sympa. Sympa, hein. C'était il était clairement antisémite. Oui, enfin, j'ai vu que c'était un indice. C'était voilà. un indice, hein, vraiment. C'est un indice, c'est un très bel indice. Et du coup, ils ont eu une relation tous les deux. Sauf que le mariage a vite tourné au vinaigre. Et parce que, en grande partie de ce que j'ai compris, en fait, le Soufi s'appelle Soufi Abdulhamid, il s'appelle le personnage. Et vu qu'il était infidèle, elle l'a quitté. Et en 1938, on lui a tiré dessus alors qu'il était en route pour rencontrer son avocat. Et du coup, c'est Stéphanie qui a été accusée. Déjà qu'il y avait eu des soupçons sur elle, vu le conflit qu'elle avait avec Schultz à l'époque. Là, c'est pareil. De nouveau, c'est elle qui a été visée en première comme coupable. Et du coup, elle a fait quelques mois en prison. Mais après, elle a été relâchée parce que c'était donc pas elle. Mais voilà. Du coup, elle a un parcours de vie assez incroyable. Et je me renseignerai sur le film. Peut-être qu'on en fera une émission si c'est vraiment intéressant. C'est un bon film. Ouais, si c'est un bon film. Parce que du coup, je crois que c'est un vieux film. Il y a un documentaire sur elle qui est disponible sur Stéphanie Sinclair. Et voilà. Après le film, je sais pas. Je sais qu'il y a un livre aussi, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, assez fou aussi. Elle s'est fait toute seule. L'histoire est assez dingue, quoi. Donc voilà. L'histoire de Stéphanie. Oui, il y a un film qui est Sinclair. disponible sur Amazon Prime, ça s'appelle Les Seigneurs de Harlem. Et Qui est assez récent ? 97. Donc, non, mais. Ok. Ouais, il y a l'air d'avoir un beau casting, donc voilà. Les Seigneurs de Harlem. Sur HBO, il y a Stéphanie Sinclair, un biopic, un film de 2018. Bon, je sais pas, après, il y a plein de. Bon, bref, il faudra aller voir. Ok. Bon. Et oui, parce que je crois qu'en plus on peut voir sa photo quand on met Stéphanie Sinclair sur Google ou quoi, on la voit, donc voilà. Voilà. Et bah parfait. Ça y est, mec. C'est la fin. On se retrouve l'année prochaine. Oui, ok. Ça veut dire que on ne fait pas d'émission jusqu'à 2026, oui, bien sûr. Ce gros changement, c'est. Oui. Non, on se retrouve l'année prochaine pour un autre story show, c'est ça. Exactement. C'est ça que tu disais. Malheureusement. Parce que les gens vont nous demander d'autres histoires, c'est sûr. C'est sûr, je le sens. Non, c'était sympa. C'est bien sympa et original comme d'habitude. Ça, c'est des histoires, on sait pas où on va à chaque fois. Donc c'est clair. Bon, sur ce, les amis. Une bonne année. Ouais, une bonne année, déjà. Et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Pouce bleu, tout dépend du support sur lequel vous écoutez, évidemment. Et voilà. Commentaire, s'il vous plaît, ça c'est toujours agréable. La totale. Et sur ce, on vous dit bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Allez, salut!